En 3 ans, un pays enclavé a déplacé plusieurs aiguillages économiques. Quand l'or cesse d'être seulement extrait et qu'on parle de le raffiner sur place, de relancer une compagnie aérienne, de paver des routes par des équipes locales et de sécuriser des réserves de carburant, la notion de prix imposé de l'extérieur commence à se fissurer jusque dans les marchés que suivent les épargnants. La vraie question est simple, sous Ibrahim Traoré, mythe ou machine durable? Restez car les détails minuscules expliquent sont des conséquences tangibles pour 4 groupes dès aujourd'hui. Cette analyse ne promet ni éloge ni condamnation, mais une lecture précise des mécanismes à l'œuvre et de ce qu'ils impliquent concrètement. Pour le spectateur, l'enjeu est clair. Comprendre comment des décisions prises à Ouagadougou peuvent influencer des prix, des flux et des équilibres bien au-delà du Sahel. Et pourquoi ces effets se manifestent souvent plus vite qu'on ne l'imagine. Le cœur du sujet n'est pas l'idéologie, mais la compétence opérationnelle, qui contrôle la transformation, qui gère les goulets d'étranglement et qui assume le risque quand les intermédiaires disparaissent. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso mise sur une stratégie simple à formuler mais difficile à tenir, retenir davantage de valeur localement tout en réduisant les vulnérabilités logistiques. Si cela fonctionne, certains acteurs gagnent en stabilité et d'autres perdent des rentes établies. Si cela échoue, le coût ne sera pas abstrait. Il se traduira par de la volatilité, de la défiance et des pressions sociales accrues. C'est cette ligne de crête entre promesse et fragilité qui rend la suite décisive. En moins de 3 ans, plusieurs verrous que l'on croyait structurels ont été déplacés simultanément. Ce n'est pas un projet isolé, mais un enchaînement coordonné. L'or, le carburant, les routes et l'air traités comme des leviers plutôt que comme des symboles. La mini-révélation tient à ce point précis. Lorsqu'un État enclavé réduit le nombre d'intermédiaires sur lesquels reposent ses flux vitaux, il modifie la formation des prix bien au-delà de ses frontières immédiates. Le Burkina Faso n'a longtemps extrait que la matière brute, laissant la valeur ajoutée voyager ailleurs. Dans ce schéma, les recettes fiscales restaient limitées, la contrebande prospérait et les signaux de marché étaient dictés de l'extérieur. Le choix de retenir davantage de transformations sur place inverse cette logique, même sans volume spectaculaire. Sous Ibrahim Traoré, la séquence est lisible. D'abord l'or, parce qu'il sert à la fois de réserve, de signal financier et de test de crédibilité. Ensuite le carburant, nerf discret de l'économie quotidienne, transport, hôpitaux, agriculture. Puis les routes, projet ordinaire mais déterminant, car près de 90% des initiatives de développement échouent lorsque l'approvisionnement et la maintenance ne suivent pas bien. Enfin, l'aviation, non comme luxe, mais comme indicateur de souveraineté logistique et de compétences techniques. Le contexte régional amplifie ces choix. Dans le Sahel, la volatilité n'est pas seulement sécuritaire, elle est aussi logistique. Un port saturé, une grève, une panne de raffinerie étrangère peuvent se traduire en pénuries intérieures en quelques jours. Réduire le temps de transport, sécuriser des stocks et former des équipes locales ne supprime pas le risque, mais il en atténue les chocs les plus violents. Ce cadre explique pourquoi les marchés, les assureurs et même les ménages attentifs au prix de l'énergie observent ces signaux avec prudence. La question n'est pas encore celle du succès final, mais celle de la cohérence du modèle. Ces leviers tiennent-ils ensemble quand la pression augmente? Pour comprendre comment ces choix abstraits se traduisent au sol, il faut suivre des trajectoires humaines simples. D'un côté, des ménages éloignés du Sahel, attentifs aux variations du prix de l'or et du carburant parce qu'ils affectent une pension, un budget mensuel ou un coût de transport. De l'autre, des jeunes travailleurs burkinabés formés à conduire une niveleuse, à entretenir un moteur ou à respecter des normes de sécurité qui n'étaient auparavant qu'importées. Ces personnages ne sont pas des symboles décoratifs, ils servent de capteurs. Quand une route nouvellement pavée permet à une infirmière d'atteindre un village pendant la saison des pluies, l'effet n'est pas idéologique,
il est logistique. Quand un avion reprend l'air parce qu'un écosystème de maintenance locale a été reconstruit, le signal est immédiatement lu par les assureurs, les compagnies partenaires et les régulateurs. La légitimité se mesure alors en heures gagnées, en retard évité, en coûts stabilisés. Sous Ibrahim Traoré, l'enjeu de ces impacts précoces est clair. Démontrer que la compétence peut précéder la rhétorique. Chaque kilomètre de route entretenu localement, chaque stock de carburant sécurisé, chaque vol opéré sans incident agit comme une micro-preuve. Ces preuves ne font pas la une, mais elles s'additionnent. Le so what est direct. Quand ces micro-preuves s'accumulent, elles réduisent l'incertitude. Et lorsque l'incertitude baisse, les acteurs économiques ajustent leur comportement, parfois avant même que les statistiques officielles ne suivent. C'est dans cet espace discret entre perception et réalité opérationnelle que se joue la crédibilité d'un modèle encore en construction. Avant, la séquence était connue et répétitive. Les matières premières sortaient rapidement, la transformation se faisait ailleurs, et les goulets logistiques devenaient des points de vulnérabilité permanents. Après, la logique annoncée change, ralentir volontairement certaines sorties pour construire des capacités internes capables de tenir dans la durée. L'activation commence avec l'or. Le choix n'est pas symbolique mais stratégique. Tant que le métal quitte le territoire à l'état brut, la valeur ajoutée, les emplois qualifiés et une partie du contrôle des flux s'envolent avec lui. En annonçant une raffinerie nationale et un encadrement plus strict des sorties, le signal envoyé n'est pas seulement interne. Il indique au marché que le Burkina Faso veut peser davantage sur la chaîne de valeur, même à petite échelle. Sous Ibrahim Traoré, cette étape sert de test. Si l'or peut être mieux retenu et tracé, d'autres secteurs peuvent suivre. La montée en puissance se poursuit avec le carburant. Dans un pays enclavé, l'accès à l'énergie liquide conditionne presque tout. Transport des biens, fonctionnement des hôpitaux, agriculture mécanisée. L'événement clé n'est pas l'annonce d'un port lointain, mais la combinaison entre influence sur un accès côtier et constitution de stocks intérieurs. Cette articulation réduit le temps de transport et amortit les chocs externes. Là où une grève ou un incident faisait auparavant grimper les prix en quelques jours, la planification vise à lisser les effets. Les intermédiaires perdent une partie de leur pouvoir et la volatilité devient moins brutale. Viennent ensuite les routes, souvent perçues comme un projet banal. Pourtant, la décision de former et d'employer massivement des équipes locales change la dynamique. Chaque chantier devient à la fois une infrastructure et une école pratique. Les opérateurs apprennent à entretenir, réparer et transmettre le savoir-faire. La montée n'est pas spectaculaire mais cumulative. Une route praticable en saison des pluies raccourcit des trajets, réduit les pertes agricoles et renforce la présence de l'État sans discours. L'aviation marque le point haut de la séquence. Relancer une compagnie nationale et investir dans un nouvel aéroport de la capitale ne vise pas le prestige. Ces choix exposent immédiatement le pays au regard des assureurs, des régulateurs et des partenaires internationaux. Un avion immobilisé est une cicatrice visible. Un avion entretenu localement et remis en service devient une preuve de compétence. La montée est risquée, car la moindre défaillance est amplifiée, mais le gain potentiel est élevé en termes de crédibilité. Les répliques apparaissent presque aussitôt. À mesure que ces projets avancent, les résistances s'organisent. Les acteurs qui profitaient des anciens circuits perdent des rentes. Les exigences de conformité augmentent, les audits se multiplient et la moindre anomalie est scrutée. Chaque étape réussie attire de l'attention, mais aussi des tentatives de discrédit. Cette ligne des événements ne raconte pas une victoire acquise, elle décrit une transformation en cours, où chaque activation entraîne une réaction. La question centrale reste ouverte. Ces choix peuvent-ils tenir ensemble lorsque la pression économique, politique et sécuritaire s'intensifie ? Le point de départ est simple. Quand l'accès à l'énergie, au transport et à la transformation dépend presque entièrement de l'extérieur, la moindre perturbation se traduit par une hausse rapide des coûts et par des pénuries internes. Le changement recherché consiste à réduire cette exposition en raccourcissant les chaînes et en internalisant une partie des fonctions critiques. Premier indicateur, l'or. Le niveau de base était celui d'une extraction majoritairement exportée à l'état brut avec une faible captation de valeur locale.
Le passage à une logique de raffinage national vise à augmenter la part de revenus fiscaux retenus sur place et à améliorer la traçabilité. Même sans volume massif, le simple fait de traiter localement une fraction supplémentaire modifie les signaux de prix et réduit les marges de la contrebande. En clair, chaque once qui reste plus longtemps dans le circuit national génère plus d'emplois qualifiés et plus de recettes prévisibles pour l'État. Deuxième indicateur, le carburant. Dans le scénario de départ, un pays enclavé subit des délais longs et une forte volatilité. La mise en place de stocks intérieurs, combinée à un accès côtier sécurisé, réduit ces délais de manière significative. Là où le transport prenait auparavant plusieurs semaines selon les conditions, la réduction du temps de transit se compte désormais en jours gagnés. Cette diminution du délai agit comme un amortisseur. Les hôpitaux, les agriculteurs et les transporteurs sont moins exposés aux ruptures soudaines. Le chiffre n'est pas spectaculaire isolément, mais son effet cumulé est décisif pour les populations vulnérables. Troisième indicateur, les routes. Les programmes de construction classiques échouent souvent faute de maintenance locale. Ici, la donnée clé n'est pas seulement le kilométrage posé, mais la capacité de formation. Lorsque près de 90% des projets d'infrastructures échouent ailleurs à cause de l'approvisionnement et de l'entretien, investir dans des équipes locales change la trajectoire. Chaque équipe formée réduit la probabilité d'abandon et augmente la durée de vie effective des routes. En termes simples, une route entretenue coûte moins cher sur le long terme qu'une route reconstruite après dégradation. Sous Ibrahim Traoré, ces trois indicateurs sont liés par une même logique de continuité opérationnelle. Aucun ne garantit le succès à lui seul. Ensemble, ils dessinent toutefois un mouvement mesurable, plus de valeur retenue, moins de volatilité subie et une capacité accrue à maintenir ce qui a été construit. Les chiffres disponibles restent partiels, mais leur direction est cohérente. Il faut aussi noter ce que ces données ne disent pas encore. Elles ne mesurent pas pleinement la résilience face au sabotage, ni la qualité durable de la gouvernance. Elles indiquent cependant un basculement du risque. Le pays passe d'une dépendance passive à une responsabilité active. Cela signifie que les échecs, s'ils surviennent, seront plus visibles, mais aussi que les réussites formulées seront plus crédibles. En résumé, le changement ne tient pas à un nombre isolé, mais à la convergence de plusieurs deltas modestes. La question devient alors pratique. Cette trajectoire quantitative peut-elle être maintenue lorsque les contraintes financières et politiques se durcissent? La critique la plus solide ne nie pas l'intention, elle interroge l'exécution. Premier argument opposé. Concentrer autant de projets structurants en même temps augmente le risque de défaillance systémique. Une raffinerie, un réseau énergétique, des routes et une compagnie aérienne exigent des standards élevés, des audits constants et une coordination lourde. Si une seule brique cède, l'ensemble peut perdre en crédibilité, surtout dans un contexte sécuritaire instable. Deuxième argument, la réduction des intermédiaires peut créer de nouveaux gardiens. En éliminant d'anciens circuits, l'État risque de substituer une dépendance privée par une dépendance administrative. Sans contrôle strict, la promesse de valeur retenue localement peut se transformer en rentes internes, difficiles à corriger une fois installées. Ce risque est d'autant plus réel que la pression politique et populaire pousse à montrer des résultats rapides. Ces objections méritent d'être prises au sérieux. La réponse observable ne repose pas sur des discours, mais sur des mécanismes. D'abord, la logique de priorisation. Tous les projets ne sont pas conçus pour produire un rendement immédiat. Certains servent de test de conformité. Une raffinerie qui respecte les normes ou un avion remis en service sans incident deviennent des preuves vérifiables. Ensuite, l'accent mis sur la formation documentée et les audits réguliers limite la personnalisation du contrôle. Les compétences sont distribuées, pas concentrées dans une seule chaîne décisionnelle. Sous Ibrahim Traoré, la stratégie implicite consiste à accepter une exposition accrue à court terme pour gagner en fiabilité à moyen terme. Cela n'élimine pas le risque de capture ou d'erreur, mais cela change la nature du débat. La question n'est plus de savoir si la dépendance existe, mais qui en répond publiquement et selon quels critères mesurables. La réponse n'est donc pas définitive. Elle est conditionnelle. Si les audits restent publics,
Si les normes sont appliquées même quand elles ralentissent les projets, et si les défaillances sont corrigées plutôt que masquées, alors les objections perdent de leur force. Dans le cas contraire, elles deviennent prophétiques. C'est précisément ce point de tension qui prépare le basculement central du récit. Le basculement central n'est pas dans l'annonce d'un projet supplémentaire, mais dans la capacité à faire fonctionner ce qui existe déjà, jour après jour, sans caméra. À mi-parcours, le modèle se révèle moins spectaculaire qu'attendu, et précisément pour cela plus puissant. La raffinerie, les routes, les stocks de carburant et l'aviation ne sont pas des fins isolées. Ils forment un test continu de maintenance, de discipline et de coordination. Sous Ibrahim Traoré, la stratégie implicite apparaît ici, déplacer l'attention du symbole vers la routine. Ce sont les listes de contrôle, les audits, les heures de formation documentées et les procédures de sécurité répétées qui transforment des promesses politiques en signaux crédibles. Un avion qui décolle sans incident ne raconte rien d'héroïque, mais il dit tout aux assureurs. Une route qui tient pendant la saison des pluies ne fait pas de discours, mais elle change le calcul d'un agriculteur, d'un transporteur et d'un agent public. Cette révélation médiane change la lecture des risques. Le danger principal n'est pas l'opposition extérieure ou la pression géopolitique, mais la fatigue organisationnelle. Tenir le rythme, appliquer les normes quand elles ralentissent, corriger les erreurs sans les dissimuler, voilà le vrai champ de bataille. À ce stade, la question se déplace. Il ne s'agit plus de savoir si le modèle est audacieux, mais s'il est soutenable quand l'attention se détourne et que seule la fiabilité reste visible. Les effets de cette trajectoire ne se distribuent en fait pas de manière abstraite. Ils se lisent différemment selon les acteurs, et c'est là que le modèle prend une épaisseur réelle. Pour l'État, pour les entreprises, pour les citoyens et pour la région, les conséquences ne sont ni simultanées ni identiques, mais elles convergent autour d'un même axe, la réduction de l'incertitude. Pour l'État d'abord. Lorsque davantage de valeur est retenue localement, les recettes deviennent plus prévisibles. Cela ne signifie pas une abondance soudaine, mais une capacité accrue à planifier. Des flux d'or mieux tracés, des stocks de carburant sécurisés et des infrastructures entretenues réduisent la dépendance aux décisions prises ailleurs. Sous Ibrahim Traoré, ce gain se traduit par un espace budgétaire légèrement élargi et surtout par une responsabilité d'accru. Les défaillances ne peuvent plus être imputées uniquement à l'extérieur. Pour les entreprises ensuite, les acteurs locaux bénéficient en priorité d'un environnement plus lisible. Une route praticable toute l'année diminue les pertes, un carburant moins volatile réduit les coûts imprévus et une aviation fonctionnelle facilite les échanges et la certification. Les entreprises étrangères, de leur côté, ajustent leur comportement. Elles deviennent plus prudentes, exigent des normes claires, mais reconnaissent aussi la valeur d'un partenaire capable de livrer de manière fiable. Le risque perçu baisse avant même que les volumes n'augmentent. Pour les citoyens, les conséquences sont plus immédiates. La stabilisation des prix du carburant protège les ménages les plus vulnérables des chocs soudains. Des routes entretenues améliorent l'accès aux soins, à l'éducation et au marché. Ces gains sont modestes pris isolément, mais cumulatifs. Ils transforment le quotidien sans passer par des annonces spectaculaires. Sous Ibrahim Traoré, cette dimension sociale devient un test silencieux. Si les bénéfices ne sont pas ressentis, la légitimité s'érode rapidement. Enfin, pour la région. Dans un espace sahélien marqué par l'instabilité, chaque amélioration logistique a un effet d'entraînement. Des corridors plus fiables facilitent le commerce, les campagnes de vaccination et les opérations de sécurité. Les voisins observent attentivement, car un modèle qui réduit la dépendance sans rompre les échanges modifie les équilibres régionaux. Les partenaires extérieurs, eux, recalculent leur stratégie face à un acteur moins passif. Ces 4 lectures montrent que l'enjeu dépasse la réussite d'un projet unique. Il s'agit d'un déplacement progressif des attentes. La question n'est plus seulement ce que promet le discours, mais ce que livrent les systèmes. C'est à ce niveau que le pari porté par Ibrahim Traoré commence à produire des effets tangibles, visibles, bien au-delà des frontières nationales. À court et moyen terme, l'évolution de ce modèle peut être lue à travers 3 trajectoires plausibles sans leur attribuer de probabilité.
Chacune dépend moins des annonces que de la constance dans l'exécution. Scénario de base. Les projets avancent à un rythme inégal mais cohérent. La raffinerie respecte les normes essentielles sans atteindre immédiatement sa pleine capacité. Les stocks de carburant jouent leur rôle d'amortisseur lors de chocs régionaux ponctuels. Les routes tiennent globalement avec des segments qui exigent des corrections rapides. Dans ce cadre, le pays gagne en crédibilité technique sans bouleverser l'ordre régional. Les partenaires restent prudents mais engagés et les bénéfices pour les citoyens s'installent lentement, sans rupture spectaculaire. Scénario optimiste, les systèmes tiennent ensemble, les audits sont publiés à temps, les formations produisent des équipes autonomes et les incidents sont corrigés sans être dissimulés. La raffinerie devient un repère de conformité, l'aviation renforce la connectivité et les corridors logistiques réduisent durablement la volatilité. Dans ce cas, le modèle porté sous Ibrahim Traoré change de statut. Il ne s'agit plus d'une expérimentation nationale, mais d'un point de référence régional. Les acteurs extérieurs ajustent leurs offres, non par idéologie, mais parce que la fiabilité devient rentable. Scénario défavorable. La pression dépasse la capacité organisationnelle. Les normes sont contournées pour accélérer, des scandales de passation apparaissent et la maintenance prend du retard. Un incident isolé devient un symbole amplifié. Les marchés se crispent, le crédit se resserre et les anciens intermédiaires retrouvent un pouvoir de nuisance. Dans ce cas, le coût n'est pas seulement financier. La confiance se fragmente et les citoyens perçoivent un décalage entre les promesses et les résultats. Ces scénarios partagent un point commun. Aucun ne dépend principalement de facteurs extérieurs imprévisibles. Ils reposent sur des choix internes répétés. La recommandation intellectuelle est simple. Observez moins les discours et davantage les routines. Ce sont les audits, la maintenance et la transparence quotidienne qui indiqueront quelle trajectoire se matérialise. Pour le public qui observe ces évolutions à distance, l'impact ne se résume pas à une carte géopolitique. Il se décline selon des positions concrètes, parfois contradictoires, mais reliées par un même fil, la recherche de stabilité. Pour un premier groupe, composé d'épargnants et de ménages attentifs au prix, l'enjeu est pragmatique. Une moindre volatilité de l'or et du carburant signifie des budgets plus lisibles. Il ne s'agit pas de gains spectaculaires, mais d'une réduction des à-coups. Quand les chaînes d'approvisionnement deviennent plus prévisibles, les chocs se diffusent moins brutalement. Cette stabilité relative est souvent invisible jusqu'au jour où elle disparaît. Pour un second groupe, plus directement lié aux échanges économiques, la question est celle du risque. Des infrastructures qui fonctionnent, même imparfaitement, réduisent l'incertitude opérationnelle. Les entreprises, les assureurs et les logisticiens ajustent leurs décisions en fonction de signaux simples. Délais tenus, normes respectées, incidents gérés. Sous Ibrahim Traoré, ce sont ces signaux techniques et non les slogans qui pèsent le plus dans les arbitrages. Un troisième groupe regarde ces évolutions à travers le prisme politique et sécuritaire. Dans des régions marquées par l'instabilité, la liberté de mouvement devient un indicateur clé. Des routes praticables, des cliniques accessibles et des écoles ouvertes traduisent une capacité minimale de gouvernance. Lorsque cette capacité progresse, même lentement, elle réduit les pressions migratoires et les cycles d'urgence coûteux. Ces lectures montrent que l'impact ne dépend pas d'une adhésion idéologique, il repose sur des résultats observables. Pour le public, la question utile n'est donc pas de savoir qui gagne symboliquement, mais quels systèmes deviennent plus fiables. C'est cette fiabilité, cumulative et discrète, qui finit par toucher le quotidien bien au-delà du Sahel. À ce stade, la crédibilité du modèle repose moins sur de nouvelles annonces que sur une séquence d'actions vérifiables. La feuille de route implicite se décompose en étapes simples à énoncer, exigeantes à tenir. Première étape, la conformité mesurable. Chaque infrastructure clé doit fonctionner selon des normes explicites, publiées et contrôlées. Raffinerie, aviation, stockage de carburant et routes exigent des audits réguliers, même lorsque ceux-ci ralentissent le calendrier. Sous Ibrahim Traoré, accepter ce ralentissement devient un choix stratégique.
Mieux vaut livrer tard et fiable que vite et fragile. Deuxième étape, la formation documentée. Les compétences locales ne sont durables que si elles sont transmises, évaluées et certifiées. Chaque équipe formée doit pouvoir en former une autre. Cette logique réduit la dépendance aux individus et transforme le savoir-faire en actif collectif. Le progrès se mesure alors en taux de rotation maîtrisé et en continuité de service. Troisième étape, la maintenance prioritaire. Les budgets et les équipes doivent d'abord servir à maintenir ce qui existe avant d'étendre. Une route réparée à temps, un avion inspecté avant l'incident et un stock renouvelé avant la pénurie coûtent moins que des reconstructions d'urgence. Cette discipline est rarement visible, mais elle conditionne tout le reste. Quatrième étape, la transparence corrective. Les erreurs doivent être reconnues rapidement et corrigées publiquement. Ce mécanisme protège la légitimité plus sûrement que le silence. Il transforme les défaillances en preuve de sérieux institutionnel. Enfin, la coordination régionale. Aucun système n'est isolé. Des corridors, des normes communes et des calendriers partagés réduisent les frictions et amplifient les gains. Cette feuille de route ne garantit pas le succès. Elle définit toutefois le seul chemin où les promesses peuvent se transformer en résultats durables. Le récit revient alors aux scènes discrètes qui donnaient sens au début. Une route entretenue qui permet d'arriver à l'heure, un avion qui décolle sans incident, un stock qui évite une pénurie. Ces images ne sont pas héroïques, mais elles condensent l'essentiel. Elles rappellent que la souveraineté moderne ne se proclame pas, elle se pratique. Sous Ibrahim Traoré, le pari n'a jamais porté uniquement sur des infrastructures visibles. Il a porté sur la capacité à répéter les bons gestes quand l'attention retombe. Dans les ateliers, sur les pistes, dans les équipes de maintenance, ce sont les routines qui décident si une promesse devient une habitude. Le contraste est frappant, là où l'échec est spectaculaire, la réussite est souvent silencieuse. Le motif humain reprend sa place. Pour ceux qui vivent loin du Sahel, la stabilité se mesure à des prix moins erratiques et à un monde un peu moins soumis aux crises soudaines. Pour ceux qui vivent sur place, elle se lie dans l'accès aux soins, à l'école et au travail, sans interruption. Entre ces deux réalités, un même fil relie les choix quotidiens aux conséquences lointaines. La phrase clé tient en peu de mots. La fiabilité crée la légitimité. Quand elle s'installe, même lentement, elle change les attentes. Et quand les attentes changent, le rapport de force se déplace sans bruit. La conclusion n'est donc ni un verdict, ni une célébration. Elle prend la forme d'une question adressée au-delà du Burkina Faso. Que fait le monde lorsqu'un pays tente de réduire sa dépendance par la compétence plutôt que par le slogan? Applaudit-il à distance ou ajuste-t-il réellement ses pratiques de partenariat? Sous Ibrahim Traoré, l'expérience observée oblige chacun à clarifier ses critères. Si la fiabilité progresse, si les normes sont respectées et si les bénéfices atteignent les citoyens, alors la logique voudrait que ces efforts soient reconnus comme tels. Pas par des discours, mais par des échanges plus équitables, des contrats plus exigeants et un soutien orienté vers la maintenance plutôt que vers l'urgence permanente. Pour le public, la question devient personnelle. Quels signaux mérite-t-on d'encourager? Les annonces spectaculaires ou les systèmes qui fonctionnent quand personne ne regarde? Les promesses rapides ou les routines qui tiennent dans le temps? L'avenir de ce modèle ne se décidera pas en un jour. Il se construira dans la cohérence entre actes et attentes. Et c'est cette cohérence, plus que toute prise de position idéologique, qui déterminera si ce pari sera traité comme une anomalie passagère ou comme un partenaire à part entière.